Alors, donc bonjour à tous et à toutes celles que j'ai pas encore saluées en tout cas. Nous nous retrouvons donc à présent sur cette nouvelle table ronde pour envisager la manière de mobiliser l'expertise et les savoir-faire et donc finalement de faire fructifier un peu à la fois les axes de recherche, les questionnements qui ont été partagés aujourd'hui, les recherches en elles-mêmes et leurs résultats évidemment dans nos savoir-faire professionnels, dans nos éthos professionnels, pour reprendre un terme qui a été prononcé ce matin, et plus globalement dans les pratiques autour très largement du monde du droit et de la justice. Alors, avant de commencer, je vais donc présenter très brièvement chacune de nos intervenantes que je remercie chaleureusement d'être avec nous cet après-midi. Donc, Delphine Delvert-Montigny, vous êtes animatrice du Cercle Montesquieu et présidente de la commission directeur et directrice juridique au féminin. Peut-être un mot sur le Cercle Montesquieu? Voilà. Oui, alors le Cercle Montesquieu est une association qui regroupe des directeurs juridiques. Il y a également la FJE qui est bien connue aussi, qui sont là les juristes d'entreprise. Donc le Cercle Montesquieu, ce sont les directeurs et directrices juridiques. Il y a un certain nombre de commissions qui sont assez techniques. On a la commission CAC 40, la commission santé, etc., qui sont des domaines donc du droit, de la technicité du droit. Et la commission DJ au féminin a été créée en 2012. Pour traiter des problématiques des femmes au sein de la profession, ou des sujets beaucoup plus larges, des approches assez holistiques. L'intérêt de cette commission, c'est un petit peu que nous, on n'est pas fatalement sur des sujets techniques, mais aussi sur des sujets de société, donc pas juridiques. Donc ça nous permet de faire intervenir des personnes diverses, on en reparlera tout à l'heure, au sein de cette commission et d'ouvrir un petit peu l'esprit justement à comment aborder ces sujets de société aussi au sein de nos entreprises. Merci beaucoup. Nawel Oumer, ensuite, vous êtes donc avocate et alors vous êtes présidente de la commission égalité, donc un petit peu aussi des réflexions en lien au sein du Conseil national des barreaux, qu'on ne présente pas, je pense. Le titre est peut-être assez limpide pour tout le monde, donc je vous ferai réagir les unes et les autres, bien sûr, sur la matinée. Anne Redondo, vous êtes maîtresse des requêtes au Conseil d'État et secrétaire de l'association Justice administrative Alter Égale. Même question, très rapide, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots qu'est-ce que c'est que cette association et depuis quand elle existe? Merci. Oui, avec grand plaisir, d'autant plus que c'est au nom de l'association que je vais m'exprimer en cette fin de journée. Nous sommes, comme Femmes de Justice, une association féministe qui promeut au sein de la juridiction administrative et nous existons depuis 2020 et nous rassemblons les hommes et les femmes qui travaillent au sein de l'ensemble de la juridiction administrative. Donc, nous ne sommes pas une association de magistrats. Nous avons commencé en rassemblant uniquement les membres du Conseil d'État et les magistrats et nous avons progressivement ouvert l'association à l'ensemble de la juridiction administrative. Voilà. Beaucoup. Et enfin, donc Agnès Gine Ducrot, vous êtes directrice du service de la recherche et de la documentation à l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, le NPJJ, et vous avez un parcours aussi riche et diversifié puisque vous avez eu une autre vie professionnelle dans un autre métier, dans un autre domaine dont on a finalement parlé un petit peu au travers de la matinée, dans une dimension comparatiste, qui est l'univers de la médecine, où il a pu être indiqué effectivement qu'il y avait du point de vue structurel, de la structuration de la profession, un certain nombre de points communs avec la justice. Alors, je vais me tourner vers vous peut-être dans un premier temps pour cette première question sur laquelle je voudrais faire réagir rapidement chacune d'entre vous pour vous demander finalement, au travers de l'ensemble de cette matinée, quelle est peut-être la recherche à travers la thématique qu'elle a pu aborder ou la méthode ou les résultats qui nous ont été présentés, qui vous a le plus interpellé, aussi bien du point de vue de votre parcours que de finalement votre situation actuelle à la PJJ. Eh bien, écoutez, vous m'entendez? Je ne sais pas si... Oui, c'est bon? D'accord. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie beaucoup aussi pour l'invitation aujourd'hui.
Alors, en fait, je ne vais pas répondre sur une recherche précise parce que je pense que toutes les recherches, en tout cas, ont présenté des résultats et qui renvoient aussi à des questions qu'on rencontre dans le cadre professionnel. Alors, bien sûr, le premier point sur lequel je voulais réagir, c'est ce qui a été dit, par exemple, de la justice pénale pour les filles qui serait plus clémente, mais qu'en effet, cette justice est peut-être plus clémente, mais qu'elle présente en réalité d'autres formes de contrôle social. Et ça m'a renvoyé aussi beaucoup à des travaux d'histoire, d'historiens qu'on a qui sont très importants à l'UNPJJ. Yael les a cités d'ailleurs, Véronique Blanchard, David Niger et Mathias Gardet, qui montrent bien qu'en effet, la manière dont on s'occupe des filles a été très très différente depuis toujours et surtout sur une très longue période, puisque jusque dans les années 1970, les filles étaient prises en charge dans les institutions religieuses. Elles étaient considérées comme des filles perdues et elles étaient prises en charge dans les institutions religieuses. Et en fait, c'est seulement en 1980 qu'on a commencé à voir apparaître des questions de mixité, de laïcité autour des filles. Mais auparavant, c'était vraiment des prises en charge complètement religieuses et sur des thématiques qui, en effet, comme l'a dit Yael, étaient beaucoup autour de la sexualité, de l'intimité, des questions domestiques, alors que les garçons, eux, ont toujours été regardés à l'aune des vols et des violences, notamment. Donc ça, c'est un premier résultat que je trouve vraiment intéressant. Et dans ce qu'a présenté aussi Yael, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est ces formes de rébellion des filles dans les prisons qui provoquent, notamment avec des comportements sexualisés. Et ce sont aussi, dans les travaux historiques, ce sont aussi des choses qu'on retrouve, une rébellion notamment qui s'est déroulée à la prison de Fresnes en 1947. On retrouve exactement, il y a des écrits autour de ça, et on retrouve exactement des choses très, très similaires. Donc ça, c'est un premier point. Ça m'amène quand même le fait que ces filles étaient prises en charge dans des institutions religieuses et non pas judiciaires, à participer à l'invisibilisation de ces filles. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qui est l'invisibilité des filles et des femmes dans le professionnel et notamment dans le travail social. On voit bien qu'il y a énormément de choses qui sont construites autour de figures féminines qu'on ne retrouve pas dans les archives, qui disparaissent dans les archives. Et donc, il y a un travail qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et c'est aussi un travail, on voit bien, par exemple, dans les moteurs de recherche actuellement, quand on cherche des travaux de recherche sur les femmes, mais finalement, des fois, on s'y perd. On ne sait pas s'il faut taper genre, s'il faut taper femme, s'il faut professionnel ou féminin. Enfin, et en fait, c'est plus compliqué de trouver les travaux autour des femmes que les travaux autour des hommes. Mais cela dit, les travaux autour des hommes ne s'abordent pas du tout de la même manière. Ensuite, le troisième point qui m'a vraiment aussi beaucoup intéressé, c'est, vous l'avez abordé, c'est ce mouvement de féminisation des professionnels de la justice. Il s'avère que moi, en effet, je suis médecin de formation initiale, mais j'ai fait aussi un doctorat de sociologie et j'ai travaillé notamment sur la féminisation de la profession médicale dans le cadre de ce doctorat. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup entre la féminisation du métier de juge et la féminisation médicale, mais en même temps dans un environnement qui est différent parce que finalement, tous les métiers de la justice se sont féminisés à un moment donné, alors que dans la santé, il y a des métiers qui ont été d'entrée de jeu féminins, et notamment les infirmières. Et d'ailleurs, une des choses très, très importantes, c'est qu'on dit infirmière, alors qu'on continue à dire greffier. Voilà. Donc, ça montre bien que le mouvement de féminisation des infirmières, en fait, il n'a jamais existé. Elles ont été infirmières. Et là encore, il y a le lien avec le religieux très, très fort. Et puis le dernier point qui m'intéressait tout particulièrement par rapport à la PJJ, c'est-à-dire qu'on nous a dit que la moitié, c'est le cas en effet des éducatrices, je préfère dire éducatrices d'ailleurs, de la PJJ actuellement sont des éducatrices, mais dans les formations, dans les promotions qu'on forme actuellement à l'ENPJJ, c'est 80% des éducatrices, alors qu'on continue à dire éducateurs, et chez les directrices de service, alors qu'on continue à dire directeur de service, c'est 100%. Maintenant, c'est quand on a des promotions avec un homme, ça devient un peu l'exception. Donc forcément, ça va complètement modifier le travail autour, notamment en formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait, je crois, sens pour un certain nombre de personnes de l'assistance que vous indiquez. Et il est vrai que l'ensemble des travaux qui nous a été présentés a exploré des champs ou des axes de recherche très larges. Et on voit que finalement, chacun de ces axes de recherche attend encore finalement d'être exploré, défriché. Et le genre, à cet égard, est encore très largement un outil critique qui a de beaux jours devant lui pour le genre.
Et d'ailleurs, en vous écoutant sur les travaux sous un angle historique qui ont été documentés jusque-là, je me demandais si finalement on n'était pas un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Et ça fera écho peut-être à une deuxième question qui est que, en réalité, ce qui a beaucoup été exploré ou ce qui a plus été exploré du point de vue du genre, c'est l'approche historique, effectivement, et plutôt du côté des justiciables, du coup, mais pas tellement celle de la pratique des professionnels. Et ça viendra peut-être aussi faire écho à des réflexions qu'on a pu se poser. Je me tourne vers vous, donc à cet égard, Delphine Delvert-Montigny. Même question, voilà, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus interpellé dans ce qui a été présenté ce matin et dans la suite peut-être de ce qui vient d'être dit? Alors, tout d'abord, un grand merci parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses, donc c'est déjà énorme. Je suis très impressionnée par le nombre de données et d'intervenants et de sujets traités. Donc, c'est vraiment une leçon d'humilité en termes de data et de données, et c'est très intéressant. Je pense que effectivement, tout cela sert à avancer et à poser les jalons et les pierres de la suite des luttes, des combats, et aussi, surtout, de constater que certains droits ne sont jamais acquis du côté des femmes ou des plus faibles parfois, et que donc ce combat, c'est effectivement de se servir de ces statistiques pour ouvrir de nouvelles perspectives et de nouvelles réflexions, mais d'être vigilant aussi à préserver des droits que l'on croit acquis, mais qui parfois sont fragilisés. Malheureusement, la géopolitique actuelle nous donne raison sur ce point, pas seulement outre-Atlantique, mais également dans certains pays très proches en Europe. J'ai eu l'occasion, en faisant participer une intervenante à l'une de mes commissions, de constater que des pratiques de stérilisation sur les femmes handicapées dans les pays de l'Est avaient tendance à devenir d'actualité, à redevenir d'actualité. Donc c'est un petit peu glaçant et ça nous donne une vision, en tout cas, enfin une alerte, une vigilance sur ces prochaines années. Ensuite, à titre professionnel, cette cartographie en termes de directrice juridique, il y en a une particulièrement qui m'a intéressée ce matin, donc un peu plus dans le détail, qui était la différence entre les avocats, notamment sur des domaines juridiques différents et des caractéristiques de salaire différents. Donc, ça m'a interpellée parce que je me suis dit que finalement, nous, on n'avait pas cette statistique, ni au sein du cercle, ni au sein de la FJO de ce domaine-là. Donc, ça m'a donné envie un petit peu de creuser le sujet. Donc, prochaine étape en ce qui me concerne, je vais regarder ça de plus près. Et effectivement, moi, j'ai aucun doute sur le fait que la profession de directrice juridique, enfin, en tout cas de directeur juridique en termes de parité, directrice-directeur, est absolument respectée. Ça, j'ai pas vraiment de doute dessus. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir ces égalités en termes de domaines traités. On parle de droit des affaires dans les grands domaines qui sont des prises de décision importantes pour les compagnies, telles que les fusions-acquisitions, les développements à l'étranger. Ce serait intéressant de voir ces domaines entre finalement le droit des sociétés, qui est un peu le droit classique, et le partage avec des droits un peu plus compétitifs, on va dire, en termes de salaire et en termes de domaine. Merci beaucoup. Du coup, Anne Redondo, même question. Est-ce que, à la lumière de ce qui a été présenté ce matin, il vous est apparu qu'il y avait des axes peut-être de recherche qui manquaient, des pans à explorer, notamment pour la justice administrative? Est-ce que tout ce qui vous a été présenté, finalement, dans ce qui vous a interpellé, a fait écho avec des besoins en termes de recherche du côté des justices administratives? Alors oui, sans aucun doute, un grand nombre de besoins. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises ce matin, mais nous sommes moins étudiés que le reste de la justice. Donc, je vais vous en parler. Mais d'abord, si vous me permettez de faire un tout petit détour, justement parce que nous avons été un peu moins étudiés, je voulais vous dire un mot de la place des femmes dans la justice administrative. Alors, un tout petit rappel historique, puisque les tribunaux administratifs ont été créés en 1953, enfin le corps des magistrats, pardon, a été créé en 1953, et donc on a une femme qui est arrivée tout de suite, la première, qui était toute seule, Marcelle Pipien. Je la nomme parce que justement, on a aussi invisibilisé, oublié nos pionnières dans la juridiction administrative. Et il faudra attendre 20 ans pour que la même Marcelle Pipien devienne première présidente d'un tribunal administratif. Et pour une cour administrative d'appel, c'est Marie-Aimée Latournerie en 1991.
Et s'agissant de quelques éléments statistiques, en 1981, il y avait 15% de femmes dans la juridiction administrative. En 2012, il y en avait 40%. Ça, c'est pour je vous donnerai la situation actuelle juste après. Ensuite, si on parle du Conseil d'État, c'est la même date qu'il faut retenir pour le tout début, en 1953, avec l'arrivée de Jacqueline Baucher et Louise Cadou, qui sont les premières femmes qui arrivent comme auditrices à leur sortie de l'ENA. Et en 1988, on a 10%. Donc, avant, je vous disais, 1980, on avait 15% de femmes dans les TACA, dans les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. En 88, uniquement 10%. En 2012, 28%. Et je voudrais citer Olivia Buixuan, qui, en 2000, s'était intéressée aux femmes au Conseil d'État et qui était arrivée à la conclusion, donc je la cite, que les femmes du Conseil d'État, si elles ne subissent pas de discrimination manifeste, restent cantonnées dans la partie dominée de l'élite. Alors, pour ma part, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pour autant, et comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises, ce matin, la féminisation n'a pas entraîné une égalité parfaite, une égalité totale. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, mes chiffres datent du 31 décembre 2023, donc c'est quasiment à jour. 38% des membres du Conseil d'État sont des femmes, mais on a aujourd'hui 46% des auditeurs qui sont des auditrices. Il y a une augmentation constante de cette féminisation, mais avec une question qui est celle de l'encadrement supérieur. Valérie Sagan, vous l'avez dit avant, nous n'avons jamais eu de femme vice-présidente du Conseil d'État. Il n'y a jamais eu de femme présidente de la section du contentieux. Aujourd'hui, le président de la section du contentieux et les 3 présidents adjoints de la section du contentieux sont des hommes. Et le bureau du Conseil d'État est composé de 2 femmes depuis peu, sur 7. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui, s'agissant du Conseil d'État. Et pour les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel, on a une parité, puisqu'il y a 52% de femmes. Alors, 52% de femmes dans les tribunaux et les cours, 64% au grade de conseiller, qui est donc le premier grade par lequel les femmes débutent, 54% au grade de premier conseiller et 42% au grade de président. Et pareil, même phénomène, quand on va regarder tout en haut de la hiérarchie, alors du côté des cours administratifs d'appel, c'est très bien, on a 4 femmes sur 9. Du côté des présidents de tribunaux administratifs, il y a 13 femmes sur 37. Donc voilà. Et par ailleurs, quand on regarde les agents qui composent la juridiction administrative, au-delà de la question des magistrats, pour les agents du Conseil d'État et de la CNDA, le corps est féminisé à presque 70%, sans qu'il y ait, c'est notable, de différences significatives, quels que soient les corps. Et chez les agents de greffe, le corps est féminisé aux 3/4, mais avec une différence, puisque du côté des greffiers en chef, on n'a plus que, entre guillemets, 64% de greffières en chef. Ça, c'est pour les chiffres. Et l'accès aux fonctions d'encadrement supérieur, je voudrais dire un tout petit mot en réaction à ce que vous avez dit avant, parce qu'on en est assez fiers. Dans la juridiction administrative, il n'y a plus de femmes greffiers. Les femmes sont greffières, les maîtres des requêtes sont maîtresses des requêtes, les présidents de chambre sont présidentes. Et bon, je vais en profiter pour faire un peu de publicité pour l'association, mais c'est parti d'une initiative de l'association, puisque nous avons porté cette revendication. Et je dois dire que nous avons eu un accueil très positif de la part des autorités de la juridiction administrative. Et il y a eu des notes circulaires, etc., invitant les membres de la juridiction à féminiser. Et aujourd'hui, si vous ouvrez des décisions de justice, dans leur quasi-totalité, elles sont féminisées à la fois s'agissant des titres et fonctions des personnes qui rendent la justice, mais également de ceux dont on parle, nos requérants, que ce soit d'appeler une préfète ou de faire attention à ne pas appeler monsieur et madame, Laurent, Michel, et de bien se rappeler que l'épouse a un prénom et un nom qui n'est peut-être même pas celui de son mari. C'est peut-être une incise à ce moment-là, parce que, pour préciser que c'est la justice administrative, puisque donc, dans la justice judiciaire, les trames éditiques sont, étant au masculin, tout ça est aussi très lié aux questions informatiques. Et en réalité, on voit combien l'outil, finalement, reproduit les biais de genre, d'une part. D'autre part, toutes les greffières ne se font pas appeler greffiers, mais du coup, c'est peut-être aussi un champ à explorer, celui de la sémantique dans la nommation, dans le nommage des professionnels de justice, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de greffières qui souhaitent se faire appeler greffiers, un certain nombre de femmes procureurs notamment qui souhaitent se faire appeler
procureur, madame le procureur, etc. C'est un champ qui est vraiment perçu au niveau empirique, qui n'est pas du tout exploré, mais ça pourrait être intéressant de le faire, en effet. Je vous laisse poursuivre. On se Oui. tient à la disposition de tout chercheur qui voudrait s'intéresser à ces questions, puisque effectivement, ça ne s'est pas fait sans difficulté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir en réalité, avant que ce soit décidé à un niveau institutionnel, ça se faisait, mais tout dépendait des individus, des magistrates ou des magistrats d'ailleurs, avec parfois des situations un peu ubuesques, qui sont des situations que nous avions pointées avec l'association, qui étaient que dans certaines décisions de justice, tous les titres n'étaient pas féminisés, puisque une telle ne voulait pas qu'on féminise, une autre voulait absolument qu'on féminise, et donc on ne tranchait pas, ce qui donnait une impression un peu étrange. Ça fait partie des arguments qu'on avait utilisés pour demander une normalisation. Alors, pour sortir de cette question sémantique, mais qui est tout à fait fondamentale, peut-être juste un mot sur, en plus de ces éléments statistiques sur la place des femmes dans la juridiction administrative, je voudrais dire deux choses. D'abord que le sujet de l'égalité professionnelle, il est récent dans la juridiction administrative, mais il a été pris à bras-le-corps par les instances de la juridiction administrative, avec en 2020, en parallèle de la création de l'association, l'adoption d'un protocole d'accord égalité-diversité, mais dans la lignée de ce qui s'est fait dans l'ensemble de la fonction publique, avec un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre. Et la juridiction administrative a été labellisée égalité-diversité. Le deuxième protocole d'accord vient d'être négocié. Et peut-être un autre élément qui est que les organisations syndicales ont intégré dans leurs revendications cette question de l'égalité professionnelle. À nouveau, vous me permettrez un tout petit peu de publicité pour l'association, mais je crois que le fait que l'association se crée en 2020 et vienne porter ce sujet n'est pas totalement étranger. On est arrivé aussi dans un mouvement, mais au fait que cette question soit beaucoup plus au cœur du sujet. Et donc toute la question aujourd'hui, c'est au vu de ce constat actuel, où est-ce qu'on va parce que tout n'est pas évident, je vous l'ai dit, il y a la question de l'encadrement supérieur. Il y a aussi cette idée que finalement, chez nous, il n'y a pas vraiment de problème. On voit bien, ça va bien. Et d'ailleurs, ça a l'air, ça va mieux que chez vous. Enfin, et donc, finalement, l'enjeu du futur, c'est peut-être ça, c'est qu'il n'y ait plus de résistance vis-à-vis de cette question, que ce soit une question absolument normale et que la question de l'égalité soit une question comme une autre. On a aussi des enjeux qui vont arriver. Alors là, je vous parle un peu de cuisine, mais bon, ces petits sujets, justement, sont fondamentaux. Les règles statutaires ont évolué et les obligations de mobilité géographique auxquelles sont soumises les magistrates ont été renforcées. Ça aura des effets. La question, c'est comment, etc. Et donc, tout ça pour vous dire, mais vous me voyez venir, ce qui m'a particulièrement intéressée, en plus de tous les autres sujets, c'est les analyses sur les parcours de magistrates, avec une demande très forte qui est de venez nous étudier. Et surtout, la principale question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la différence du taux de féminisation entre l'encadrement supérieur et le reste du corps s'explique uniquement par la pyramide des âges, puisqu'on ne peut pas nier qu'il y a moins de femmes dans les viviers, donc est-ce que c'est uniquement ça l'explication à nos 13 femmes chefs de juridiction sur 37 ou est-ce qu'il y a autre chose? Et si oui, quoi? Comment on l'explique? Et évidemment, ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? Et donc, on s'interrogeait, parce qu'on a écouté avec beaucoup d'attention avec mes collègues, parce que je ne suis pas seule à représenter l'association dans la salle, et on se demandait finalement, y a-t-il autant de femmes magistrates que d'hommes qui sont dans les chambres marchés publics ou dans les chambres qui font du droit fiscal? Je n'ai pas la réponse. Je pose la question. De la même manière, qu'en est-il s'agissant des fonctions de rapporteur public, qui sont des fonctions où on prend la parole en public, où on est un peu plus exposé? Donc voilà, vraiment, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est cette question des parcours et d'analyse statistique fine pour aller regarder comment se font les carrières, où on en est, et finalement, est-ce que vraiment tout va parfaitement bien? Et est-ce que ça veut dire que dans 10 ans, on n'aura plus de sujet, on aura une femme vice-présidente, on aura une femme présidente de la section du contentieux, ou est-ce qu'il y a d'autres questions?
Voilà la première. Mais il y en a d'autres qui m'ont intéressée, mais je vais ensuite. Je vous redonnerai la parole, bien sûr, dessus. Merci beaucoup. En vous écoutant, je faisais le constat quand même, et le lien avec ce que disait Sonia Jamie Wagner ce matin. Je me disais que finalement, le premier travail de recherche, notamment statistique, qui a été réalisé en la matière, il a été aussi alimenté, voire construit dans une certaine part, par les associations, hein. Vous nous livrez là des statistiques qui sont construites par l'association Justice Administration, ou avec elle en tout cas, qui sont travaillées ensemble et qui sont délivrées là. L'association Femmes de Justice a fait un certain nombre d'études statistiques à partir de données publiques, Sonia Jamie Wagner l'a dit, et ça vient répondre en réalité à un manque, une absence d'études qui n'étaient pas menées parce que pas financées aussi, hein, voilà, et donc vraiment je crois que ça fait tout à fait écho aux besoins qu'ont les professionnels de pouvoir s'appuyer sur la recherche, s'appuyer sur des constats documentés. Là, on a parlé d'approches quantitatives, mais c'est vrai aussi pour les approches qualitatives. Et l'intérêt de ce type de journée, c'est quand même de nous permettre de partager et de mettre en lumière des questions communes, des constats et d'aller au-delà finalement ou d'une approche empirique individuelle, voire d'ailleurs de présupposés qui peuvent être biaisés par une approche, qu'elle soit militante ou qu'elle soit inconsciente. Ça mériterait peut-être aussi, du coup, de se poser la question parce que je sais que les Américaines, notamment, travaillent beaucoup là-dessus, sur la participation de la militance à la construction du savoir, hein. En quoi le militantisme est finalement un outil d'exploration du champ et vient participer de la construction d'un appareil scientifique qui va être ensuite repris, là pour le coup, avec une démarche plus scientifique. Je me tourne vers vous maintenant, Nawal Oumer, pour que vous puissiez nous dire un petit peu en quoi ce qui a été évoqué fait écho peut-être à votre vécu, à vos réflexions d'avocate, de présidente de la commission égalité du CNB. On sait qu'il y a un certain nombre de questions sémantiques, hein, qui se posent aussi pour les avocates, qui sont parfois, qui préfèrent parfois être des avocats. Mais au-delà de ça, finalement, vous avez notamment ce matin pu assister à une part très conséquente des travaux, et je me faisais la réflexion avant de vous donner la parole sur les chiffres qui sont communiqués dans les actes des ateliers, hein, qui sont repris. Alors, les éléments publiés sur le Conseil national des barreaux datent a priori de 2016, en tout cas ceux qui sont publiés là, et qui indiquent d'une part que le revenu annuel des femmes avocates est 2 fois inférieur à celui des hommes, donc ça ressort des travaux, que les femmes restent dans des statuts d'emploi moins valorisés, ne constituant que 9% des associés des grands cabinets, moins d'un tiers des associés dans les cabinets de taille moyenne et 43% pardon, dans les petits cabinets. Donc ces actes, évidemment, sont utiles pour comprendre la question. Quel est aujourd'hui, vous, finalement, l'écho que fait au CNB, ou en tout cas à l'issue de cette journée, ces travaux qui sont proposés aujourd'hui? Merci. C'est bon. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Écoutez, moi, je me suis régalée, hein. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Je pense que tout ce qui a pu être partagé, livré, même de manière synthétique, hein, et par focus aujourd'hui, nous intéresse et fait écho à différentes questions. Alors, pour vous replacer un petit peu de là où on part et de là où on parle, alors les avocats, c'est 13e siècle, hein, en France. La première femme à avoir pu prêter serment ayant été admise au barreau en France, c'est en 1900. Donc on va fêter le 125e anniversaire cette année de l'entrée des femmes dans la profession. Ça a été un exercice et la naissance des ordres. Alors bon, ils sont nés, ils sont renés entre guillemets au 19e siècle sous Napoléon, et la possibilité d'exercer en groupe est très très récente puisqu'elle date de la moitié du 20e. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'on a, et pour arriver où? Au fait que le Conseil national des barreaux date de 1990 uniquement. Donc, on a quand même une histoire très, très, très ancienne d'une dimension individuelle, d'une singularité, d'un exercice et d'une appréhension vraiment d'une dimension individuelle qui fait que déjà le fait de poser un regard collectif, de travail, d'avoir un regard qui s'intéresse au système, à la structuration
global est assez récent dans la profession. Donc 1990 pour le Conseil national des barreaux et la commission égalité est donc créée en 2015 seulement. Donc ce sont des regards et une approche assez récente qui font que nous aussi, on vous attend avec impatience. On est tout à fait prêt à être, non pas des cobayes, mais un objet de recherche. Pourquoi je dis ça? Parce que je parcourais rapidement dans le document de la synthèse les références des recherches et j'ai trouvé que les magistrats étaient bien mieux lotis que nous en termes d'objets ou de sujets de recherche. Et dans ce qui me... C'est pour ça que je vous dis que tout est intéressant de ce point de vue-là. C'est pour ça que je préférais vous donner ce cadre-là pour que vous compreniez pourquoi je disais tout. Ce n'était pas une façon d'esquiver. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que, comparé aux magistrats notamment, nous n'avons pas une organisation comme dans le public, avec une hiérarchie et une progression. Et ce que vous expliquez, monsieur, ce matin, et je pense qu'un des intérêts de vos travaux que l'on pourrait nous intégrer, c'est justement de construire ce qui permet d'apprécier, les critères qui permettent d'apprécier la réussite. Ça, c'est un principe de droit. Égalité ne veut pas dire identité, enfin en termes de traitement. C'est ce que vous disiez quand vous parliez de féminisation, mixité, parité, enfin. Et ce qui, je pense, serait très intéressant pour nous, c'est d'évaluer, de savoir sur quels critères on évalue la réussite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 90% à peu près, je n'ai pas les chiffres, mais parce que ma directrice de l'Observatoire du CNB est là, 90%, je pense, des avocats exercent en individuel. L'exercice individuel peut être un mode de contournement pour les femmes, notamment. Sachant que, je crois que l'étude était rappelée dans la synthèse, le défenseur des droits, à la demande des avocats, avait fait une étude sur la discrimination dans la profession d'avocat. En 2018, il ressort de cette étude que le genre, donc le fait d'être une femme, parce que les hommes ne sont pas discriminés, hein, donc le fait d'être une femme, le premier critère de discrimination dans la profession. Et l'exercice individuel pourrait être, par exemple, un biais. Donc, je pense que tous les travaux, en tout cas tout ce qui a été évoqué en termes de recherche est très intéressant pour nous parce qu'il nous manque encore beaucoup d'éléments et il nous reste encore à construire un certain nombre de choses qui permettent justement d'entrer plus finement, à part, parce que les statistiques sur les parts de rémunération, alors j'allais dire, je vous rassure, vous n'allez pas du tout être rassurés, mais les chiffres n'ont pas vraiment bougé, malheureusement. Mais effectivement, en tout cas, ce qui pourrait résulter de notre mode d'exercice, du fait que nous sommes des professions libérales, indépendantes, et donc ne se focaliser que sur le chiffre d'affaires est quand même un petit peu court comme critère de réflexion et d'appréciation. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est un élément que j'ai retenu, en tout cas qui m'a interpellée et qui, je pense, pourrait être très riche parce qu'on a énormément de choses que l'on retrouve dans notre profession et que l'on retrouve dans ce qui a été livré aujourd'hui sur le fait qu'on a des exercices genrés, très très clairement. Je ne vais pas partir sur la justice familiale notamment. Enfin, bon, j'ai retrouvé énormément de choses que l'on retrouve et qu'on ne peut pas expliquer, enfin en tout cas qu'on ne peut pas pour lesquelles on ne peut pas s'arrêter uniquement au constat statistique et qu'il est intéressant d'aller regarder parce que, je vous donne un exemple, donc la commission égalité a été créée en 2015. Vous voyez le lien tout de suite avec en termes d'histoire, c'était juste après donc la loi de 2014, puisque nous avons introduit, nous, dans l'ordre, dans la profession d'avocat, la parité dans les élections ordinales à partir de 2016. Il a fallu qu'on travaille un petit peu sur comment on se débrouillait. À ce moment-là, la profession était déjà majoritairement occupée par des femmes. Les femmes étaient majoritaires avant l'introduction de la parité et du binôme paritaire dans nos élections. Pour autant, elles étaient sous-représentées. Donc, on voit bien qu'on ne peut pas se contenter simplement, on peut avoir des mécanismes d'incitation, mais il existe d'autres choses qui expliquent justement les inégalités, alors que statistiquement, en tout cas numériquement, on est majoritaire. Et je confirme qu'on est autour des 60% à peu près. On est comme les notaires, je crois, de féminisation. Après, ça dépend des barreaux, mais on est toujours sur ces chiffres-là. D'accord. Est-ce que, alors finalement, c'était Stéphanie Hennette-Vaucher tout à l'heure qui nous parlait des axes de recherche et qui disait notamment c'est important de travailler sur ce que dit le droit, mais aussi sur ce que le droit ne dit pas.
Est-ce que finalement, pour poursuivre un peu la réflexion ensemble, c'est une façon de vous interroger sur ce que dit le juge et ce que ne dit pas le juge ou l'avocat ou l'avocate au cours d'une audience, par exemple? Et est-ce que cette question qui a été interrogée à travers différents travaux qui ont été présentés ce matin de la reproduction ou des discours ou juste d'une approche stéréotypée, c'est quelque chose qui vous paraît intéressant de creuser, puisqu'on est sur la question de la mobilisation de l'expertise et des savoir-faire dans les domaines professionnels, de travailler ces questions-là? Alors complètement, et ce d'autant plus que ce sont des constats avec lesquels nous sommes entièrement d'accord. Ce qu'il nous faudrait passer comme étape, c'est justement la transformation pour l'analyse et ensuite trouver des outils et des leviers pour les corriger. Mais c'est tout à fait pertinent parce qu'on le voit, et dans l'étude du Défenseur des droits de 2018, qui rappelait donc que c'était le premier critère de discrimination, mais tout sujet confondu, c'est-à-dire soit en niveau de rémunération, soit par rapport aux matières exercées, soit concernant la place des avocates dans les directions de cabinet, la qualité d'associé ou non par exemple, que ce soit la place aussi des femmes dans les institutions de la profession. Donc c'est vrai que ce travail-là est tout à fait pour nous pertinent parce que c'est une réalité. Concrètement, ça nous permettrait aussi comment dire, de faciliter l'exercice au niveau global de la profession, d'ouvrir des perspectives pour que les avocats ne se débrouillent pas tout seuls avec des biais des compensations, ce que je disais tout à l'heure, soit un exercice individuel, soit avoir une démarche, j'allais dire, alors le mot n'est pas forcément bien choisi, j'hésite. Pas communautaire ou non, en tout cas de se regrouper avec des pairs. Le fait, par exemple, de monter des cabinets de femmes ou de renoncer à un certain nombre de choses. Et ce que vous disiez ce matin aussi, ce qui était intéressant, c'est le fait sur la visibilité et l'invisibilité des femmes, notamment les activités périphériques et le fait de s'engager dans la vie d'un barreau, de son ordre ou dans les institutions, qu'elles soient locales ou nationales de la profession, est une manière effectivement de détourner, et c'est un outil supplémentaire pour corriger ça. Merci beaucoup. Si. Bon, enfin, en tout cas, c'était intéressant d'entendre votre réaction. Peut-être dans le prolongement d'Alphine Delvert-Montigny, deux questions pour prolonger ensemble. D'abord, juste sur ce que vous venez de dire, Nawal Oumer, cette question de constituer des cabinets, par exemple, entre femmes. Je résume un petit peu. On sait que c'est une réflexion qui peut aussi traverser le monde du travail avec des entreprises, des micro-entreprises ou des petites entreprises, soit une démarche qui a été documentée, notamment, là encore, par des travaux en langue anglaise sur l'opting out et le choix que vont faire certaines femmes d'aller organiser une carrière professionnelle en dehors des jalons traditionnels de la réussite dans le monde économique, ou qui vont refuser finalement de monter en compétences au sein d'une grosse structure pour aller s'organiser un univers professionnel restreint autour de leurs propres organisations, de leurs propres contraintes. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose que du point de vue du monde de l'entreprise, vous observez, de la place où vous êtes? Je ne sais pas si vous pouvez l'observer. Et puis ensuite, dans un deuxième temps peut-être, c'est aussi se dire, avec tout ce qui a été dit ce matin, quel est finalement le résultat qui vous a intrigué, ou le type de recherche où vous vous êtes dit, là, il y a une piste, il faut absolument qu'on creuse cette question-là. Nous avons un manque de données en la matière, où ces données-là, elles commencent à être collectées et nous avons besoin de travaux en la matière pour avancer. Alors, dans les entreprises, je pense effectivement que nous sommes à un moment charnière. En tout cas, moi, je l'observe et je pense que mes pairs aussi dans les entreprises, toutes fonctions confondues, pas seulement au niveau de la direction juridique, puisque en fait, l'entreprise, c'est aussi un microcosme. On ne parle pas que de droit. Moi, c'est un département particulier. Donc, je ne suis pas forcément la plus représentative d'entre nous toutes et nous tous aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un monde où il est intéressant de voir la superposition de la société et de ses modes changeants. Alors, la première chose que j'observe, c'est la plus jeune génération qui a une appétence un peu moindre sur la carrière, alors pas tous, mais qui effectivement privilégient beaucoup leur mode de vie
et leur qualité de vie, leur temps de vie et leur qualité de vie. Donc ça, on est un petit peu aussi en train de changer notre vision et la vision de la carrière. Ça, c'est assez anecdotique. En revanche, anecdotique en termes de citation, mais je pense que la génération qui arrive est demandeuse de ça. La deuxième chose, pourquoi je dis que nous sommes à un moment charnière? Parce qu'il y a des changements de mode de vie, des changements de technologie qui sont en train d'arriver et qui sont en train d'arriver comme un tsunami. La première chose, je pense que c'est l'IA. Dans nos métiers du droit, alors c'est un peu la tarte à la crème, hein. Tout le monde en parle en ce moment. On ne sait pas trop effectivement quels sont les outils performants, qui ne sont pas dits hallucinatoires, c'est-à-dire sur des bases réelles de données. Mais pour autant, on va avoir, et ça c'est certain, une digitalisation à travers l'IA des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée, dites pas à valeur ajoutée, mais qui, en tout cas, dans un premier temps de carrière, pouvaient permettre de gravir les échelons. Et moi, je me dis, pour la jeune génération qui arrive, trouver sa place dans l'entreprise, à pas charger de la machine et de la donnée, ça va être un petit peu compliqué. Parce que nous, finalement, on était là, ceux qui avaient envie de trouver leur place, de progresser dans la société, de prendre des sujets, d'adresser des sujets différents, avaient tout à fait leurs possibilités, enfin en tout cas dans beaucoup d'entreprises. Et ça va être un petit peu compliqué avec cette répartition et ce partage des tâches liées à de la digitalisation et de l'IA. La deuxième chose, c'est le télétravail. Alors moi, je suis dans une entreprise où il y a 3 jours de télétravail par semaine, ce qui est beaucoup, hein, ce qui n'est pas à mon goût, mais ça convient à beaucoup de personnes en termes d'organisation notamment et de flexibilité. J'ai une petite vigilance sur ça, et notamment pour les femmes. Ce qui est considéré aujourd'hui comme un progrès ne doit pas aboutir à un piège. Parce que passer du temps à la maison en télétravail, c'est aujourd'hui se dire finalement, j'ai plus besoin de nounou, finalement, je récupère mes enfants un peu plus tôt. Et finalement, je me retrouve à gérer les enfants à la maison, la gestion du quotidien, la gestion des repas. Finalement, le temps qu'on passe moins en entreprise pour se créer sa carrière. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas du temps qualitatif pour sa famille, etc. Mais il faut un juste équilibre et en tout cas être vigilant à ce que ça n'enferme pas les femmes dans un retour en arrière finalement, hein, de savoir je travaille, mais avant tout, c'est moi qui suis désignée pour gérer mon quotidien et pour permettre effectivement à la compagne ou au compagnon de dire moi je continue mon travail, je continue ma carrière, je rentre plus tard et puis super, j'ai une femme qui gère le reste à la maison, quoi. En même temps qu'elle travaille, mais du coup elle travaillera moins et elle aura moins d'opportunités aussi pour sa carrière. Finalement, c'est un peu des questions qui reviennent souvent, hein. Qu'est-ce que l'organisation du travail fait aux femmes? Ça, c'est une première question que la recherche a explorée. Là, on est sur qu'est-ce que la féminisation fait à l'organisation du travail, hein. C'est aussi une question qui a été abordée. Et finalement, on a l'impression qu'à force, y compris d'ailleurs sous parfois les revendications militantes, hein, bien légitimes, sous l'impulsion de cette démarche en faveur de l'équilibre vie pro, vie perso, ou de la visibilité de la parentalité, par exemple, hein. Il y a de nouvelles organisations du travail qui ont émergé. Elles mériteraient peut-être aussi aujourd'hui d'être analysées, hein, puisqu'on est sur la question de la mobilisation de l'expertise, pour comprendre s'il n'y a pas des effets de bord, s'il n'y a pas des effets collatéraux, et si au-delà finalement de la revendication qui a été formalisée dans un contexte dans lequel forcément ce n'était pas étudié, puisque c'était une réalité sociale qui n'existait pas ou très peu, ou qui était attendue, eh bien, cette revendication a touché à ses effets et finalement la nouvelle organisation du travail qui émerge, comme par exemple celle que vous décrivez sur le télétravail, ou celle que vous décriviez, Nawal Oumer, qui est peut-être encore embryonnaire, mais de cabinet, on va dire, ou de structures non mixtes, on pourrait dire en tout cas. Statistiquement, en tout cas, un cabinet avec 4 femmes qui choisissent de travailler ensemble, c'est tout à fait légitime, mais c'est non mixte en tout état de cause, d'un point de vue statistique strictement. Qu'est-ce que ça révèle, mais qu'est-ce que ça induit aussi? Ça, c'est peut-être aussi un des aspects dans ce que j'entends qui préoccupe les professionnels pour la suite, dans la façon dont ils ou elles vont pouvoir s'approprier les résultats de recherche. Du coup, peut-être Agnès Gine-Ducrot, si vous voulez bien nous dire, vous, qu'est-ce qui vous a interpellé peut-être, ou quelle est la question que
que ça a fait naître chez vous, que vous ne pouviez pas forcément avant cette journée? Voilà. Pour moi, il y a les besoins de la recherche, et puis, mais peut-être que je viendrai après dans une autre question. Il y a aussi la question des enjeux et du contexte qui favorise la recherche. Voilà. Je ne sais pas si j'aborde un petit peu tout en même temps. Voilà, donc du côté de la recherche pour la protection judiciaire de la jeunesse, je pense que vraiment un besoin énorme qu'on a, c'est en effet de pouvoir produire de la connaissance, mieux comprendre les effets de la féminisation des professions. Notamment dans des rapports sociaux de genre, bien sûr, mais aussi des rapports sociaux de classe, puisque ce sont maintenant des professionnels, femmes, qui vont prendre en charge, s'occuper de la prise en charge éducative de mineurs garçons qui sont issus de milieux populaires et souvent qui sont issus d'une forme de culte, enfin, qui ont une culture de la virilité et une culture de la virilité qui avait aussi été beaucoup entretenue, la protection judiciaire de la jeunesse, je pense, par les professions quand elles étaient masculines. Donc ça va changer les choses. Et ça change les choses aussi parce qu'on voit bien que ce sont des femmes qui viennent on a un observatoire de la formation donc à l'ENPJJ qui nous permet un peu de tracer les profils sociodémographiques des stagiaires en formation. Et donc, pour les femmes viennent quasiment toutes du droit. Donc, ce sont des femmes qui ont fait des études brillantes, qui viennent du droit et qui ne s'attendent peut-être pas forcément, mais ça, voilà, ça c'est peut-être un préjugé de ma part, mais du coup ce travail sur cette culture un peu viriliste. Et les hommes, notamment éducateurs, eux, on a encore parmi les hommes, ils viennent moins du droit et ils viennent encore beaucoup de formation STAPS, le sport, c'est-à-dire le corps et le corps du garçon. Et du coup, je trouve que ça interroge aussi, Mme Sargan en a parlé ce matin, de la diffusion et la réappropriation des résultats en formation, parce que finalement, il me semble, mais je ne connais pas encore en profondeur la formation à l'ENPJJ, mais il me semble quand même que cette question du genre est peu abordée en formation, et notamment la question dont on travaille avec des garçons, finalement, elle n'est pas trop abordée jusqu'à présent, parce que comme c'était des hommes qu'on formait, c'est comme si les hommes n'avaient pas besoin d'être formés à la prise en charge des garçons, ou si les filles n'avaient pas besoin d'être formées pour la prise en charge des filles, que tout ça, c'est très naturaliste, voilà, et très essentialiste, et donc finalement, il n'y a peut-être pas besoin. Et maintenant, peut-être que cette féminisation du coup des promotions va permettre de poser ces questions, Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et quand je pensais aux enjeux, pour moi, c'est aussi des enjeux de comment on porte ces recherches et comment on porte ces questions de genre. Alors moi, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'il suffit de nous regarder aujourd'hui, on n'est quand même pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Voilà. Donc les études de genre sont des études portées par les femmes. Et je vois bien quand on apporte ces questions-là, puis alors bon, moi, je commence à apporter ça depuis pas mal de temps quand même. Je suis passée dans plusieurs institutions. J'ai bossé à l'éducation nationale, à la santé, en collectivité territoriale, dans un GIPED, au groupement d'intérêt public Enfance en danger, qui s'appelait comme ça à l'époque, donc à la PJJ maintenant. Et donc ces questions, ça fait longtemps que je les porte, qu'on les interroge. J'étais très intéressée tout à l'heure sur, par exemple, les règlements intérieurs en milieu scolaire, parce que pour avoir travaillé en milieu scolaire, on avait porté ces questions-là, justement. Je me souviens de règlements intérieurs où les élèves, on travaillait avec les élèves qui avaient trouvé la solution de dire pas de sous-vêtements apparents, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, voilà. Et donc, c'était pas de sous-vêtements apparents, c'était que ce soit fille ou garçon, pas de sous-vêtements apparents, point. Voilà. Donc, et je trouvais que c'était intéressant aussi d'aborder ces questions-là comme ça avec les élèves. Mais en tout cas, quand on pose ces questions-là, on est très vite soupçonné de féminisme quand même. Voilà, c'est-à-dire que, alors que c'est pas des questions, alors que quelque part, ce ne sont pas des questions féministes, elles sont peut-être portées par les mouvements féministes, mais finalement, ce ne sont pas tant que ça des questions féministes. Et donc, alors là, c'est un peu du vécu, mais voilà, quand on est jeune, on nous renvoie à l'hystérie féminine de la jeunesse. Et puis, quand on est moins jeune, on nous renvoie. Voilà, on peut être un peu soupçonné d'être une ex-68arde ou une vieille un petit peu débloquante. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on renvoie aussi les femmes toujours à ces questions d'âge aussi, du coup, de suspicion un petit peu voilà, autour de ça. Et quand on porte ça dans des institutions, moi,
je l'ai vu dans une réunion, dans des réunions à la PJJ, où justement on parlait de l'attractivité des métiers, de la stabilité dans les métiers, où là aussi on a besoin d'avoir des connaissances et de renforcer les connaissances, les rapports aux métiers selon qu'on soit homme et femme. Et on voit bien que la manière dont c'est pensé, c'est une manière universaliste, masculine, d'hommes et d'hommes adultes. C'est-à-dire, et puis alors ça, je renvoie aussi à la médecine. On sait bien qu'on a pensé toute la médecine au regard de la physiologie de l'homme adulte. Et maintenant, on commence à se dire, ben, la physiologie de la femme n'est pas la même, la physiologie de l'enfant n'est pas la même, quoi. Donc, ça, c'est quand même des mouvements qui sont récents. Et on voit bien que quand on pose la question de dire, mais peut-être qu'il va falloir quand même qu'on se pose les questions. Maintenant, on a plein de professionnels femmes. Il faudrait peut-être poser les questions de l'attractivité selon le regard féministe, et que ben, ça ne plaît pas toujours, quoi. Enfin, ça plaît pas, d'ailleurs, même très souvent. Et donc ça, je pense qu'il y a encore un énorme travail de plaidoyer à faire autour de ça. Et donc, il y a un passage que je voulais citer parce que je l'ai trouvé assez formidable dans les actes des ateliers. La pénurie d'hommes extraordinaires, à l'instar des femmes exceptionnelles qui ont soutenu les carrières de leurs hommes aux fonctionnaires, et qu'on a une pénurie d'hommes extraordinaires pour soutenir les carrières des femmes. Eh ben, il nous faut aussi des hommes extraordinaires, on en a ici, pour soutenir les études de genre. Voilà, je pense que ça fait quand même partie, il faut qu'on arrive à avancer là-dessus, mais peut-être aussi qu'il y a des freins énormes, et je pense aux travaux d'Yvan Jablonka, qui avait sorti un livre qui avait fait assez polémique, où il disait, mais les hommes doivent renoncer à leurs privilèges. Et ça, c'est quand même, voilà, je trouve que c'est une question assez importante. Voilà donc un petit peu ce que je voulais dire sur les besoins qu'on a. Et puis, je trouve aussi qu'on pense beaucoup les questions de genre dans l'idée que les femmes vont vers les métiers d'hommes. Et moi qui travaille depuis très longtemps maintenant dans le champ de l'enfance, et j'ai travaillé aussi dans le champ de la petite enfance, protection maternelle et infantile, j'y étais encore il n'y a pas longtemps, 200 professionnels, 2 hommes. J'ai travaillé en santé scolaire, 95% de médecins femmes. Et donc, je pense qu'il faut aussi travailler les questions et les hommes dans les professions de femmes. Et ça, c'est un enjeu absolument extrêmement important. Je pense qu'on peut du coup aller regarder du côté des recherches féministes en Europe du Nord, où je pense qu'ils sont plus avancés que nous sur ces questions-là. Et parce qu'en effet, la mixité ne doit pas se penser que des professions, des femmes qui arrivent dans les hautes sphères un petit peu, mais aussi on a besoin d'hommes. Et dans le champ de la petite enfance, par exemple, tous les métiers autour de la petite enfance sont extrêmement féminisés, que ce soit la santé, l'éducation, l'accueil en crèche, la justice maintenant avec la justice avec les juges des enfants, etc. Et on a des travaux qui montrent que des enfants qui vivent dans des familles monoparentales, qui sont souvent les mères, qui peuvent être en situation de difficultés financières et donc qui ne peuvent pas, par exemple, payer de loisirs. Ce sont des enfants qui rencontrent les premiers hommes signifiants dans leur existence quand ils arrivent au collège. Voilà. Et donc ça pose quand même des vraies questions en termes de mixité. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me faisais la réflexion que, effectivement, et ce que dit Yvan Jablonka aussi, dans son livre Les hommes justes, notamment, qui a dû sortir il y a 3 ans, je dirais à peu près, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que finalement, c'est aussi aux hommes, il interroge la masculinité, et je crois que c'est effectivement un champ des études de genre qui est extrêmement important et qu'il faut continuer à travailler. Il dit que finalement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de définir qu'est-ce que c'est qu'un bon médecin, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un bon avocat, qu'est-ce que c'est qu'un bon juge, autrement que par les critères traditionnels dont on a hérité dans une certaine mesure. Et ça, je crois que ça fait tout à fait écho à ce qui était dit ce matin. Je pense notamment à votre étude, Cécile Rambourg, sur les surveillants et les surveillantes, à cette question de l'éthos professionnel. Voilà. C'est quoi être un bon surveillant pénitentiaire ? C'est pouvoir faire des fouilles à corps, ou alors c'est dévalorisant, mais en même temps, voilà, il y a toute cette ambiguïté dont vous avez parlé. Et donc finalement, les études de genre viennent aussi nous aider, en tout cas c'est une des ambitions sans doute, à penser l'éthos professionnel ou l'identité professionnelle à travers ces questions-là, et à du coup peut-être redéfinir dans un deuxième temps, puisque c'est l'objet de cette table ronde, les savoir-faire, les pratiques, comment ça va peut-être venir faire évoluer les pratiques, la façon
d'être un éducateur, de rendre la justice, de défendre à l'audience, peut-être, de construire une architecture juridique en entreprise, que sais-je. Donc ça, c'est aussi quelque chose, une des pistes, en tout cas peut-être à travailler dans les axes qui ont été dessinés sur la table ronde précédente, parmi les axes de la recherche. C'est sans doute quelque chose d'intéressant. Anne Redondo, peut-être là-dessus, est-ce que vous avez un point spécifique qui vous a intrigué, non pas tant mis en appétit, comme vous nous l'avez dit, parce que pas assez de données, ça vous nous en avez parlé, mais peut-être par un contre-pied, par un résultat auquel vous ne vous attendiez pas. Voilà. Alors, tout à fait, mais pas aujourd'hui en réalité, mais il y a plusieurs mois, quand Delphine Chauffeau m'a appelée, et dont j'en profite pour remercier l'URDJ de nous avoir associés depuis le début à ces réflexions passionnantes, quand elle m'a appelée pour me présenter les 3 axes et les 3 ateliers. Donc, premier atelier, professionnel de la justice, elle s'en rappelle peut-être, je vais dire, ah bah oui, c'est super, on a plein de choses à dire, on voit bien, etc. Puis après, elle m'a parlé des 2 autres ateliers, et je dois avouer que je n'avais pas grand-chose à dire sur le sujet. Et c'est vraiment le lancement de ces travaux au sein de l'IERDJ qui m'a fait réaliser qu'il y avait un axe, et là je parle vraiment du côté de notre réflexion comme professionnel de la justice, mais aussi du côté de notre association Justice administrative alter égale, des questions qu'on ne se pose pas assez sur les attentes des justiciables et sur notre pratique de juges, de personnes qui rendons la justice. Et donc, je me suis demandé, après cet échange très riche avec Delphine, si finalement le fait qu'on n'ait pas de réflexion sur le sujet, qu'il y ait peu d'analyse scientifique sur le sujet, ne tenait pas à la spécificité de la juridiction administrative, puisque finalement, l'ADN de la justice administrative, c'est le recours pour excès de pouvoir, le procès fait un acte. Un acte, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est un acte administratif. Et puis, dans la juridiction administrative, la place de la collégialité est plus grande que du côté du judiciaire, même si c'est plus tout à fait exactement vrai, mais tout de même. Et donc finalement, voilà, est-ce que c'est le premier point qui m'a vraiment intriguée? Est-ce que notre spécificité explique cette absence? Pas cette absence, mais en tout cas ce questionnement un peu moins fort que les autres. Et je suis arrivée à la conclusion que non, ce n'était pas le cas. D'abord parce qu'un acte administratif, surtout quand c'est un acte individuel, répondre à une situation d'un homme ou d'une femme, première chose, donc la question de genre se pose exactement de la même manière. Et ensuite, parce que quand on rend la justice, on tient une audience. Alors certes, je ne l'ai pas dit, l'autre interrogation, c'était est-ce que peut-être chez nous, la procédure est écrite, et comme la procédure est écrite, on observe moins de choses à l'audience, donc il y a moins de choses à analyser, moins de choses à voir. Mais à nouveau, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que d'abord, les procédures d'urgence, les procédures de référé se sont beaucoup développées dans la juridiction administrative. Je ne vais pas vous faire un petit cours de droit sur le référé, mais en tout cas, ça prend une place importante avec une part de l'oralité très grande. Mais parce que aussi, au-delà du référé, il y a toute une série de procédures d'urgence et qui se font souvent à juge unique, notamment en droit des étrangers ou en contentieux social, où il y a une place de l'oralité qui est forte. Et donc, finalement, on doit pouvoir retrouver, si on se place dans une perspective de la recherche, on doit retrouver les mêmes choses que dans une autre salle d'audience, c'est-à-dire comment le juge ou la juge va se comporter avec les requérants. Est-ce que ça va avoir une différence? Est-ce qu'il va y avoir des différences? Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a interpellée, intéressée, très intéressée. J'étais particulièrement, et aujourd'hui, j'étais particulièrement intéressée par ce que disait Muriel Mille sur 2 points. D'abord, sur le fait qu'elle ait tordu le cou à ce stéréotype selon lequel une femme juge ou un homme juge ne rendrait des décisions différentes. Et donc, à nouveau, qu'en est-il chez nous? Parce que qu'en est-il en contentieux social? Qu'en est-il en contentieux des étrangers? Qu'en est-il aussi en responsabilité hospitalière? On a tout à fait les mêmes questions d'évaluation du préjudice, mais également que la pratique de l'audience n'était pas la même. Et là, on a tous une expérience personnelle, un vécu, une impression, une intuition, mais ça, ce n'est pas scientifique. Donc voilà, cette question de la conduite de l'audience. Et je ne l'ai pas cité, mais dans la juridiction administrative, il y a la Cour nationale du droit d'asile, où se posent des questions
de droit des étrangers, des questions d'asile, des questions de genre très fortes, Lisa Carayon en a parlé, mais aussi des questions de conduite de l'audience qui sont importantes. Donc voilà, c'est vraiment dans ce qui a été dit ce matin, enfin, et dans les ateliers, c'est vraiment des questions qui m'ont beaucoup intéressée et sur lesquelles on va continuer à réfléchir. Mais comment, enfin voilà, à nouveau, vous allez trouver que je me répète un petit peu, mais on est très en attente d'analyse sur le sujet chez nous, sachant que en plus des audiences qu'on peut observer, on a des bases de données qui sont très riches. On s'est rendu compte d'ailleurs ce matin que la Cour nationale du droit d'asile, dans son rapport annuel, différenciait les décisions par genre. Et comme les outils informatiques sont très standardisés au sein de la juridiction administrative, ça veut dire que c'est possible aussi pour le reste. Donc, ça nous donne des petites idées de demandes que nous allons faire à la direction des systèmes d'information. Mais en tout cas, voilà, essayer d'avoir avec nos outils, transposer toutes ces interrogations, ces questionnements sur la fonction de juger et la décision du côté de la juridiction administrative. Ce qu'on voit finalement à travers, je crois, vos réactions aux unes et aux autres, c'est combien les questions que se pose le monde de la recherche viennent faire écho à des questions que se posent les professionnels. Et c'est dire combien, encore une fois, les liens entre le monde de la recherche et le monde des praticiens sont indispensables. J'en suis une fervente partisane depuis longtemps, mais ça le redit encore. Et à quel point aussi, je crois, les questions que se posent les professionnels méritent d'être posées aux chercheurs pour leur permettre d'avancer dans leur réflexion. Des journées comme celle-là, on a eu des échanges en aparté avec Laurent de Molly, avec Laurent Villemesse, pardon, et Johan de Molly, qui était, voilà, le raccourci, excuse-moi, le raccourci sur finalement un autre regard sur les résultats que vous pouvez porter. En vous entendant, madame, je pensais à ces études, alors pardon, j'ai pas retenu votre nom, mais je pensais à ces études géographiques genrées sur la construction de l'espace public. Et je me disais, mais vous avez toute votre place, puisque les salles d'audience sont des espaces publics, en tout cas des espaces ouverts au public, et des espaces où sont construites les places des uns et des autres, la place de la victime, la place de l'auteur. Elles sont construites en fonction de logique sécuritaire, mais aussi de logique contradictoire, c'est-à-dire d'expression du contradictoire et donc de prise de parole à l'audience. Et moi, comme juge dans mon exercice quotidien, je me fais très souvent la réflexion de voir l'avocat qui fait du manspreading et qui occupe toute la place et l'avocate qui en prend moins. Et en même temps, c'est une notion d'audience, une impression d'audience empirique qui n'est pas évidemment présente tout le temps. Ça mériterait d'être creusé, d'être réfléchi. Voilà, est-ce que la construction de l'espace de l'audience, où on pense aussi aux audiences de cabinet chez les juges des enfants, voilà, comment le positionnement des uns et des autres est traversé ou pas par le genre, voilà, ça peut être tout à fait, en termes d'aménagement, y compris les salles d'audience, finalement, le tribunal judiciaire de Lyon ne disait pas autre chose à travers l'expérience qui a été relatée du BAF, du fameux bureau des deux victimes, au-delà de la sémantique, encore une fois, voilà, où est-ce qu'il est aménagé? C'est pas qu'une question d'accueil du public, c'est aussi peut-être une question qui peut être traversée par le genre. Et puis, alors je crois qu'on a une collègue de l'ENM qui est là cet après-midi. Ce serait intéressant peut-être que vous réagissiez dans quelques instants dans le cadre des questions. Vous nous avez indiqué, Agnès Gine-Ducrot, qu'il y avait toute la question de la formation qui est un enjeu majeur. C'est vrai que là encore, peut-être pour appuyer vos propos, il y a eu toute une logique de la spécialisation en matière. Alors là, je fais peut-être une aparté sur les violences de genre, on va dire largement, avec qui on spécialise, les acteurs, les circuits, les organisations. Comment on spécialise? Est-ce que c'est en chargeant quelqu'un spécifiquement d'une question, ou est-ce que c'est en le formant ou la formant, et le ou la formant à quoi? Et pour apporter du contenu de formation, évidemment, il n'y a pas que de l'ingénierie pédagogique, il y a d'abord de la connaissance à apporter et donc à produire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et finalement, on se rend compte dans nos organisations que bien souvent, la formation, vous parliez des hommes qui seraient naturellement finalement aptes à éduquer des garçons, voilà, ou à rééduquer des garçons qui n'auraient pas besoin d'une formation, d'une spécialisation, bah, c'est aussi un travers voilà, qui est révélateur de cette question-là.
Plus globalement, peut-être pour terminer sur ce point et passer à la dernière question avant de parler la parole à la salle, moi sur la question des violences de genre, on parle très souvent du concept de continuum, alors qui est une dimension très spécifique en la matière, mais cette dimension spécifique du continuum, elle mérite peut-être d'être développée sur l'analyse des pratiques, hein. J'entends par là développer des outils qui permettent de passer les pratiques professionnelles, quelles qu'elles soient, les postures professionnelles, la reproduction des discours, etc., à travers le prisme d'un continuum d'analyse critique, c'est-à-dire venir analyser par l'outil critique du genre quel est le texte qu'on applique, par qui est-ce qu'il a été construit et pourquoi, comment on l'applique, comment on dit le droit, comment chacun des acteurs et actrices se positionne à travers ça et comment finalement la pratique professionnelle ou le discours professionnel va venir, c'était la question de Stéphanie Hennette-Vauchès tout à l'heure, libérer, protéger ou reconstruire, voire aggraver des inégalités de genre. C'est un peu ce que nous disent les victimes de violences, mais plus largement les femmes quand elles parlent de discrimination, quand elles évoquent la question de la violence institutionnelle. C'est exactement ce que vous nous avez dit, Yael Amselem, ce matin, sur le traitement finalement différencier des mineurs délinquantes incarcérées et la façon dont ce traitement va venir produire du genre, l'amplifier et finalement les assigner encore davantage. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Dernière question avant de passer la parole à la salle. Vous êtes ici autour de la table des professionnels, vous allez repartir dans l'univers professionnel. Qu'est-ce que vous emportez de ces recherches qui pourraient être déclinées, utilisées pour faire évoluer la pratique professionnelle? Naouel Omer, peut-être dans un premier temps? Alors, je ne vais pas vous refaire le tout que je vous ai fait tout à l'heure. Non, ce que je trouvais, ce qui m'a interpellée, que je trouve intéressant, c'est pour rester sur l'idée de il y a ce qu'on dit et ce qui n'est pas dit quand on dit. Le fait de ne pas cantonner justement cette approche-là aux questions de femmes, très clairement. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous êtes la présidente de la commission égalité, vous êtes une femme. Non, vous ne voulez pas le dire. Mais c'est quand même l'idée. Voilà, vraiment d'ouvrir et voilà, de changer un petit peu la culture de notre profession de ce point de vue. Je repars également aussi avec un intérêt vraiment marqué pour le deuxième sujet qui était les attentes des justiciables. On a fait une étude sur les besoins de droit, en tout cas de notre point de vue, mais c'est vrai que la façon dont ça a été abordé aujourd'hui et je trouve est très intéressante parce qu'on n'a pas du tout cette donnée-là, en tout cas de la perception de la demande des justices aussi, mais avec ce regard-là. Et je pense que ça manque beaucoup dans l'approche, en tout cas dans les questions qu'on se pose, la profession se pose. Donc je repartirai au minimum avec ces deux-là en focus. Peut-être juste un point encore, on avait évoqué tout à l'heure en préparant ces échanges les caractéristiques des hommes et moi ce que j'ai lu aussi dans les actes du colloque à propos des magistrats et des magistrates, mais c'est intéressant à interroger au-delà, c'est les hommes hypermobiles. Et ça fait un peu écho à un concept qui vous a interpellé, je crois, et qu'on n'a pas assez peu creusé en tout cas, celui d'escalator de verre sur lequel vous vouliez revenir. Oui, c'était un concept qui m'interrogeait parce que je l'ai lié, alors peut-être à tort, hein, vous me corrigerez éventuellement. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que voilà, la répartition des revenus, des places dans les cabinets, etc., ce sont un certain nombre de données qu'on observe dans la profession. Quand je regarde, par exemple, la place des femmes dans nos institutions, avec la parité, on est au moins à égalité, si ce n'est plus. Enfin, normalement, non, on est à égalité. Par exemple, au Conseil national du barreau, on a une présidente. Voilà, il y a de plus en plus de femmes bâtonnières, etc. Donc, du point de vue des institutions qui pourraient être l'équivalent de la hiérarchie qu'on trouve dans le public, on n'a pas de. Et c'est pour ça que ça m'interrogeait de comprendre pourquoi la féminisation, si j'ai bien compris le concept, pourquoi la féminisation peut favoriser justement les hommes, si c'est bien ça le concept de l'escalator, parce que si je compare à ce qui s'est passé dans la profession et de ce qui est possiblement comparable, les lieux de pouvoir qu'on pourrait assimiler comme étant des lieux de pouvoir dans l'institution, c'est-à-dire les ordres, le Conseil national du barreau par exemple,
sont paritaires. Et il y a, par exemple, il y a 17 commissions, je ne sais plus combien de groupes de travail au CNB, et les femmes sont majoritaires à présider ces groupes de travail, ces commissions. Donc, ce concept-là m'interrogeait précisément pour pouvoir l'appréhender au sein de la profession. Merci beaucoup. Je vous laisse aussi peut-être nous exprimer votre sentiment là-dessus, Delphine Delvermouth. Sur le retour d'expérience et de ce qu'on a pu apprendre ou de ce qu'on savait déjà, mais qui nous est confirmé, c'est tout d'abord en termes de management, on a des équipes, on a des jeunes personnes qu'on est là aussi pour former, c'est-à-dire que parfois stagiaires, forcément plus jeunes avec l'expérience. Et je pense qu'il y a une exemplarité à donner en termes de messages et d'attitude. Je pense par exemple en tant que femme, passer les bons messages, aider des jeunes cadres qui vont être mères à essayer de concilier leur carrière tout en ayant du temps pour leur enfant. Donc voilà, je pense que nous, en tant que manager, c'est être attentif à ça. Moi, j'ai une équipe composée d'hommes et de femmes, donc le discours doit être le même pour les uns et pour les autres, et peut-être même passer plus de messages parfois aux hommes. Enfin, je pense que ça peut être fait au sein de réunions, au sein de séminaires qu'on organise. Enfin voilà, on est porteur d'un message et de formation. Et puis au sein des entreprises, on a aussi des départements transverses avec qui on peut travailler. Je pense aux ressources humaines, je pense aux services généraux, qui sont des adaptations d'espaces de travail, ce genre de choses. Donc avec ces idées et avec ces constats de lacunes ou de manque, on peut aussi au sein de l'entreprise implémenter des politiques suite au constat et embarquer les autres départements avec nous et les former aussi à ça pour ceux qui ne sont pas au courant. Je pense à quelque chose qui n'est pas spécifiquement lié aux femmes, mais en tout cas à la thématique d'inclusion. J'en avais parlé avec Valérie quand on avait échangé. Au sein de la commission DJ au féminin, j'avais fait venir une sage-femme qui est très engagée auprès des institutions, Parlement, Matignon, etc., qui est elle-même handicapée et qui avait fait le constat des difficultés des femmes handicapées dans la société, l'accès à la maternité, ce genre de choses qui avaient beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues assez négatives. Et en fait, elle a éveillé plein de choses chez moi. Je me suis dit, mais finalement, dans mon entreprise, comment on gère ça? Comment est-ce qu'on a des données finalement sur le nombre de personnes handicapées? J'ai partagé avec une autre amie d'une autre société, une grande société qui est directrice des affaires publiques, et qui me disait, mais écoute, en fait, nous, effectivement, on n'en parlait pas. Et du jour où on a commencé à s'intéresser à la question et demander aux gens d'en parler et de dire que ce n'était pas une faiblesse, mais que c'était une force et qu'en tout cas, on le considérait comme ça, que la personne avait dû rencontrer plus de difficultés que la moyenne et que c'était quelque chose de positif et qu'on mettait en valeur, ça a tout changé. Ça a tout changé et elle me dit ça a changé à tel point que moi, j'avais une personne handicapée dans mon équipe qui était malentendante et je ne le savais pas. Et je ne le savais pas parce que ce n'était pas quelque chose qu'elle osait dire et qu'elle considérait comme un handicap. Et à partir du moment où on a travaillé sur des choses en disant mais ce n'est pas un handicap, c'est quelque chose qui doit être valorisé ou au contraire, dans le même temps aider dans l'adaptation du poste de travail, c'est pour ça que je parlais des services généraux, etc., c'est essentiel. Et c'est en ça que je dis qu'on peut être, nous, porteurs d'une parole différente et d'aider à travailler à cela au sein des entreprises. Et si ces sujets ne sont pas pris par d'autres départements, être porteur de l'information et y travailler. Agnès Ducrot, pour terminer sur encore, il nous reste 2-3 minutes chacune, si vous voulez bien nous dire un petit mot. Oui, donc très rapidement, c'est vrai que c'est une journée qui, en tout cas à titre personnel, m'apporte beaucoup de possibilités d'argumentation aussi pour continuer à faire un peu le plaidoyer autour de ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment très important. Après, ça me pose aussi des questions de comment introduire systématiquement des dimensions genre dans les recherches à la PJJ, alors que ce soit le NPJJ ou à la direction de la PJJ, puisqu'il y a 2 lieux à la PJJ où on peut faire de la recherche.
Et puis aussi, ça peut me faire poser des questions en tant que manager d'une équipe de comment penser à recruter un sociologue du genre, par exemple, voilà, pour qu'on puisse travailler ces questions-là. Donc voilà, pour moi, ça peut apporter des choses comme ça. Après, ce que ça m'apporte aussi en termes de réflexion, c'est quand même la difficulté. Alors là, quand on est dans une école, il y a le lieu de la formation qui facilite les choses, mais pour avoir aussi travaillé dans des lieux qui n'étaient pas des lieux de formation, on a quand même des fonctionnements institutionnels actuellement avec une espèce de vitesse de travail, de commande permanente, qui gêne énormément l'appropriation des résultats de la recherche dans les pratiques. Et ça, c'est un sujet qui me paraît vraiment extrêmement important. C'est quand même les conditions de travail dans lesquelles sont les personnes qui fait que avec avec une forme de bureaucratisation des institutions qui gêne énormément l'appropriation de ces questions-là. Donc ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Et puis, je ne vous cacherai pas que je pense qu'il faut vraiment maintenir absolument ce sujet-là, mais je pense qu'il faut aussi qu'on se pose des questions en tant que chercheur sur un avenir. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être l'actualité d'hier matin qui m'a rendue très dépressive, mais sur un avenir que je trouve inquiétant quant à la place des chercheurs dans une société, quant à la diffusion de résultats et quant à, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais quant à un risque vraiment d'aller vers des formes d'obscurantisme qu'on n'a pas connues depuis longtemps. Pas très optimiste, merci. On va essayer de donner la parole à Anne Redondo. Bon courage pour essayer de nous remonter, mais en même temps, il faut dire les choses. Et la particularité de la recherche, c'est aussi d'être critique et d'être lucide. Donc, c'est bien aussi de partir avec la lucidité. Je vous laisse la parole, Anne Redondo. Alors, comme je suis un peu dans le même état de dépression depuis hier matin, voilà, je sais pas. Mais pour autant, alors, je repars avec énormément de choses, donc je ne vais pas vous faire redire tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, mais ça a vraiment été extrêmement riche à titre personnel dans ma pratique professionnelle et d'un point de vue aussi collectif. Ce que je voudrais vous dire, c'est que tous ces travaux des 3 tables rondes qui ont été de la matinée nourrissent notre action collective au sein de l'association Justice administrative alter égale de 3 manières différentes. En fait, on a une partie de notre action qui est vraiment dirigée vers justement la diffusion de la connaissance, parce que la première étape pour faire évoluer les questions d'égalité professionnelle, c'est la prise de conscience individuelle, la prise de conscience collective des phénomènes, des mécanismes. Et ça, c'est une des missions qu'on s'est donné, et on organise des colloques, des conférences, des ateliers sur différents sujets. On a notamment, pour vous donner un seul exemple, de comment justement les travaux scientifiques nous permettent ensuite de nourrir notre action. Notre premier colloque était consacré à la parole des femmes et ça nous a permis ensuite de diffuser, de permettre à nos adhérents de réfléchir. Alors on s'est inspiré de femmes de justice, de permettre ensuite collectivement de réfléchir à la prise de parole en séance d'instruction, en délibéré, de la manière dont on était écouté. Et on a tous constaté qu'à partir du moment où on nomme les choses, on les explique, on a déjà accompli une partie du chemin. Alors pas tout le chemin, hein, c'est sûr que non, mais le fait d'arriver à identifier les phénomènes et de les décrire, c'est déjà quelque chose, surtout dans un univers professionnel comme le nôtre, où on a cette impression générale que, je l'ai déjà dit, que tout va parfaitement bien. Et donc, voilà, tous les travaux, les réflexions de ce matin vont nourrir ce travail que nous avons de diffusion de la connaissance, de réflexion collective. Il y a aussi autre chose. On essaye, avec l'association, de donner des outils à nos adhérents au travers d'ateliers et au travers d'un dispositif de mentorat. Et à cet égard, tout ce qui a pu être dit sur justement les parcours, l'importance des engagements périphériques, à nouveau tout ce qui fait une carrière, mais aussi ce qu'on s'est dit sur qu'est-ce qu'une carrière, qu'est-ce que la réussite, etc. Ça va nourrir cette action-là. Et puis peut-être, troisième élément, même si nous ne sommes pas une organisation syndicale, nous estimons qu'il y a une part de revendication qu'il faut avoir quand on a une action en termes de recherche d'égalité professionnelle, très, très polie, etc. Mais pour autant, c'est la revendication qui nous a permis d'obtenir la féminisation des titres et des fonctions dans les décisions de justice. Et à cet égard,
ce qui a pu être dit ce matin sur la question de savoir comment le collectif de travail influe sur les trajectoires individuelles me semble un élément absolument fondamental. Jusqu'où les horaires de travail vont influer sur les parcours des femmes et des hommes. Et là, on se pose évidemment la question des heures, des horaires des audiences, des séances d'instruction. Nous avons au sein de la juridiction administrative une charte des temps qui est de plus en plus diffusée, qui est respectée, pas par tous, mais qui est respectée. Mais dans quel cadre exactement? Enfin, et sur ce point-là, nous avons fait une étude auprès de nos adhérents et même au-delà, auprès de l'ensemble de la juridiction administrative, pour savoir dans quelle mesure cette charte des temps était respectée. Et donc voilà, enfin, c'était qu'un exemple parmi beaucoup d'autres choses, mais cette question du collectif de travail, justement, quand on est dans le cadre de la fonction publique et dans le cadre d'une organisation, d'une institution, d'un tribunal, est très importante. Et donc, ça fait partie des questions que j'emporte avec moi pour la suite de nos activités. Voilà. Donc, encore un grand merci pour ces réflexions extrêmement riches aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Avant de donner la parole à Valérie Sagan, qui est directrice de l'IERDJ, pour les propos de conclusion, on a le temps, je pense, de prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Et puis peut-être que pour une fois, c'est les chercheurs qui vont interroger les praticiens et praticiennes à la tribune. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous laisse peut-être poser des questions, rebondir, réagir. Et notamment la dame de l'ENM, oui, qui est très attendue. Et bien sûr, sur la totalité de la journée, à celles qui sont là sur cette table ronde, mais s'il y a des réactions ou des questions retour sur la première partie de l'après-midi, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Effectivement, Anne Dubost, je suis magistrate détachée à l'ENM comme coordonnatrice régionale de formation à la Cour d'appel de Versailles. Un grand merci pour cette journée qui était absolument passionnante. Je suis venue dans le cadre de réflexion personnelle, puisque une part de mes fonctions est de suivre et d'évaluer les élèves magistrats. Alors, je parle en termes génériques pour que les non-magistrats comprennent bien. De suivre et d'évaluer les élèves magistrats et donc d'aller les observer lors d'audience où je les note. Et à cette occasion-là, j'observe les pratiques. Et cette position très externe, d'une part, à la charge de la décision et à l'action de l'audience, m'amène à observer plein de choses dont je ne me rendais pas autant compte jusque-là. Donc, ça m'a amené à beaucoup de réflexions sur la manière de traiter le genre de manière croisée en tant que femme ou homme, en tant que magistrat, face à une femme ou un homme, face à des problématiques de genre dans les violences intrafamiliales, dans les affaires familiales, puisque c'est aussi des affaires que j'ai énormément observées du fait de la nature même des audiences auxquelles j'assiste, et ce qui m'amène à la réflexion que je pense on a un vrai besoin de prise de hauteur, de réflexion et de formation sur ce sujet-là. Donc, je suis particulièrement heureuse d'avoir pris cette journée pour venir assister à cette restitution. Et je remercie beaucoup l'IERDJ pour son invitation que je reçois en tant que magistrate de l'ENM. Mais je crois que vraiment, c'est indispensable de diffuser ce genre de travaux à l'ensemble de la magistrature. Alors, n'étant pas sur la formation continue nationale, je ne maîtrise pas l'ensemble du catalogue que je connais pour un certain nombre de choses, mais pas tout. Donc, je sais que certaines questions de stéréotypes et de biais de jugement peuvent être traitées, certaines questions de discrimination, etc., peuvent être traitées dans les formations organisées au niveau national par l'école qui cherche justement à traiter notamment de plein de questions transversales et de réflexion. Mais je pense que même au niveau régional, j'ai aujourd'hui, à la fin de cette journée, des clés pour pouvoir éventuellement, moi, le décliner au niveau local, si mes chefs de cour en sont d'accord et me laissent l'opportunité de l'organiser. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Madame Mahuzier. J'espère que j'ai pu répondre sur ce plan-là. On prendra le nom des chefs de cour à la fin.
Et puis on verra ça. Bon, c'est Versailles. C'est Versailles. Alors oui, bon, voilà. Très vite. Oui. Non, mais c'est effectivement intéressant. Ce sera peut-être une question aussi à poser du coup à la coordination de la formation continue de manière générale, puisque ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une spécialisation qui a été réfléchie sur, par exemple, les techniques d'entretien, par exemple, le mécanisme de l'emprise, mais qui en revanche n'a pas été pensée tellement sur comment je lutte contre mes propres biais, quels qu'ils soient, hein, du reste. Et si vous me permettez quand même de rebondir là-dessus, la justice organise la réponse à certains biais, hein, je pense aux biais économiques par exemple, hein, institutionnellement, à travers l'aide juridictionnelle. La justice entend compenser et lutter contre les biais économiques. En revanche, d'autres biais ne sont pas institués dans les mécanismes que la justice met à disposition des justiciables. Donc, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions dans la salle? Oui, vas-y, Delphine. Moi, je voulais réagir. Déjà, je voulais vous remercier tous, mais Laurent n'est pas là, et toutes, donc, je peux dire. Il me semble que je pourrais réécrire de larges passages du rapport grâce aux différentes interventions du jour. Et je voulais juste pour réagir à qu'est-ce qu'on peut faire, puisque c'est la question de cette dernière table ronde, vous livrer une petite expérience personnelle brièvement. Moi, j'étais référente égalité entre les femmes et les hommes sur la cour d'appel d'Amiens. Et cette recherche que nous avons et qui s'enrichit chaque année, elle est mobilisable, y compris dans la formation au niveau régional. Moi, j'avais organisé avec la coordinatrice de formation à l'époque 3 sessions de formation au niveau de la cour. Et j'avais organisé des sessions de sensibilisation à ce sujet au sein des différentes juridictions. C'est tout à fait possible et c'est très, très intéressant parce qu'on va jusque là, pour le coup, irriguer l'ensemble des agents, puisque quand on va dans les juridictions, on invite tout le monde, l'ensemble des agents avec ces problématiques, on va les sensibiliser, on va faire ce travail de conscientisation qui a été plusieurs fois évoqué ce jour, et ça permet de toucher un large public et d'obtenir vraiment des résultats extrêmement intéressants en prenant ce temps qu'on n'a pas forcément le temps dans l'exercice de nos fonctions, que les chercheurs n'ont pas le temps non plus de consacrer à aller, mais on peut avoir des relais comme ça qui peuvent passer par exemple par les référents égalité pour notre organisation à nous. Il y a d'autres... voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions alors aux réactions dans la salle à l'issue de cette dernière table ronde de la journée? Non? Alors, sauf à ce que Laurent qui arrive ait une question. Sinon, donc il me reste à remercier voilà, les participantes à cette dernière table ronde. Et puis donc à laisser la parole pour la conclusion à Valérie Sagan. Est-ce que peut-être tu veux te mettre là? Non? Bon, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes pour votre participation à cette table ronde. Oui, merci Ombline. Je vais pas vous retenir longtemps. Je voulais tout d'abord signaler que nous aurions dû avoir un ou une représentante des métiers du greffe. Et malheureusement, il y a eu une cascade d'indisponibilité qui a fait qu'on n'a pas réussi à retomber sur nos pieds de ce point de vue-là, mais je le regrette. Également, je crois que Delphine l'avait mentionné, Pascal Chevalier, qui est le chef du service de la statistique des études et de la recherche au ministère de la Justice et qui est très allant sur ces questions, qui était intervenu au moment des ateliers, était tout à fait indisponible pour participer à la journée. De même que la secrétaire générale du ministère de la Justice, Karine Chevrier, qui aurait sûrement bien aimé aurait été heureuse de se joindre avec nous, mais vous imaginez qu'en ce moment, son agenda est particulièrement chargé. Voilà. Alors, je voulais vous dire que, comme on l'avait indiqué en ouverture sur ce thème, c'est en bon français a work in progress. Et je voulais simplement mentionner 5 petits points de conclusion. Sur le premier thème, sur l'égalité femmes-hommes dans les professions, on voit qu'il y a vraiment un besoin de connaissance dans certaines professions beaucoup plus que d'autres. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, hein, mais je crois que là, on a bien identifié
que certes, la magistrature judiciaire, ça a bien avancé quand même la connaissance, la magistrature administrative un peu aussi, mais il nous reste encore des pans entiers, et même dans l'avocature, où il y a quand même déjà pas mal d'informations, c'est insuffisant. Deuxième point par rapport à la question des professions, les champs inexplorés, Delphine l'a bien mentionné, notamment les engagements périphériques. Je ne reviens pas là-dessus. La question des trajectoires, la définition de la réussite, on l'a évoqué, et je pense que c'est important aussi de retenir ce que disait Delphine Serre. Toute différence n'est pas inégalitaire. C'est important là de voir un petit peu le contexte. Vous n'avez pas dit ça exactement de cette manière, c'est moi qui l'ai retranscrit. Je voulais mentionner 2 points dont on a peut-être moins parlé. Sur ces questions-là, on a vu beaucoup les associations, un peu moins les organisations professionnelles, les organisations syndicales. Donc là, peut-être, alors je ne parlerai même pas dans la pénitentiaire, mais je pense que ce serait quand même intéressant là qu'on aille un petit peu les chercher institutionnellement pour les interroger, connaître leur réflexion, leur position sur ces questions-là. Le deuxième point aussi, les effets de déplacement. Alors, vous êtes quelques-uns à les avoir évoqués, mais voilà, les femmes arrivent sur certains postes à responsabilité. Est-ce que les lieux de pouvoir se déplacent? Pourquoi? Comment? Ça me paraît pas encore. Alors peut-être parce que de fait, les femmes n'ayant pas atteint encore toujours les lieux de pouvoir actuels, on peut pas les identifier. Deuxième enjeu, rendre visible. Bon, ça, je crois que ça a été clairement indiqué. Les parcours des professionnels. Et je prendrai 2 exemples. Je crois que c'était cité ce matin, le travail qu'avait fait Gwenola Joly-Coz en écrivant des biographies des premières femmes magistrates, première présidente, etc. En fait, ça a été quand même une sorte de révolution pour nous toutes et tous, où tout d'un coup, ça a révélé d'une manière simple, en plus son livre est très agréable à lire, et largement diffusé. Et je pense que c'était un exercice en fait, qui a vraiment aider, mais on a parlé aussi, je ne sais plus qui a employé ce terme, de rendre visible la parentalité, qui est quand même un sujet majeur dans les discussions et dans le concret de l'égalité femmes-hommes. De l'autre côté, rendre visible la situation des justiciables. Donc, merci Yael Amsamen Mingui pour la question sur les filles délinquantes. Et quel que soit, et j'ai trouvé que c'était vraiment fort de dire quel que soit l'enjeu statistique sur la question, puisque en fait, c'est un point d'ancrage qui nous permet d'ouvrir sur des sujets qui sont bien plus larges. Le troisième point, l'abord genré permet de faire apparaître d'autres problématiques. Alors, je ne vais pas réutiliser le terme d'intersectionnalité qui, certes, dans le domaine de la recherche, a tout son sens et toute sa légitimité, mais enfin, d'abord qu'il est moche, et ensuite je veux dire, là, nous, on parle un petit peu à tout le monde. Et en reprenant quelques exemples, là aussi, dans l'administration pénitentiaire, on voit, vous l'avez très très bien montré, que en fait derrière, c'est la conception de l'organisation interne de la prison qui pose problème, la conception de la sécurité en détention. Ça, c'est vraiment intéressant. Évidemment, dès qu'on applique une grille d'analyse de genre, on voit apparaître les différences sociales, de catégories sociales, de niveau. Ça, c'est vraiment intéressant. On l'a vu aussi sur la notion de vulnérabilité des enfants avec la différence de traitement garçon-fille incarcérés. Le quatrième point, le rôle de toutes les professions et de tous les intervenants en matière d'accès aux droits. Alors on pourrait le mettre dans le troisième point sur une analyse intersectionnelle, mais là, à chaque fois, au droit et au conseil. Hein. Dans l'accès au droit, ce n'est pas le simple accès au droit, c'est aussi cette possibilité d'être conseillé, accompagné, et la présence, je trouve, des professions du droit, notaires, avocats, mais aussi au-delà, est très importante de ce point de vue-là. Et ça, c'est peut-être un axe qui, pour le moment, n'avait pas été passé au prisme beaucoup de l'analyse genrée. Alors, on a une autre étude qui va bientôt sortir qui en parle un tout petit peu.
Je termine en disant, d'une part, en vous remerciant toutes et tous très chaleureusement, en remerciant beaucoup Delphine pour le travail, Victoria Vano aussi pour l'organisation, et puis Léa de Lyon et Xavier Cousquer pour la logistique aussi de tout l'événement. Les échanges vont se poursuivre, donc je pense que d'une manière ou d'une autre, on se reverra. Vous avez beaucoup remercié l'Institut ou ses ancêtres, et tant mieux, c'est le travail d'une équipe et un travail sur le long terme, puisque, on l'a dit, c'est ma prédécesseure Sandrine Zientara qui avait contacté l'équipe du laboratoire Printemps, Laurent Villemez et Johan Demolly, pour faire ce premier travail sur la sociologie de la magistrature il y a plus de 10 ans maintenant, enfin non, 10 ans à peu près, un petit peu moins, 2016, ouais, 8 ans. Donc c'est quand même du temps long pour nous, hein. C'est quand même, pour nous, c'est du temps très très long, peut-être. L'IERDJ a également besoin de vous, autant du côté de la recherche, même si là, on vous a réunis parce que vous êtes des chercheuses et des chercheurs engagés sur le sujet. On aimerait que ça aille au-delà. On aimerait que ça soit encore plus disséminé. Et également les professions. Alors, merci à toutes celles qui ont dit nos cabinets, nos bureaux sont ouverts. Mais je suis bien placée pour savoir que entre cette déclaration de principe qui est totalement honnête et franche et sincère et la réalisation, vous verrez qu'il y a de nombreux obstacles qui vont arriver. Hein, et pas seulement le RGPD, qui n'est pas un obstacle négatif, qui est tout à fait constructif, mais enfin, bon, qu'il faut quand même avaler, mais également, voilà, un certain nombre d'obstacles qui ne sont pas si évidents. Donc, on compte sur vous aussi pour faire des relais le jour où on viendra toquer à la porte au nom des chercheurs, pour essayer d'avancer. L'accès aux données et au terrain, comme l'a rappelé Laurent Villemez, est fondamental. Évidemment, doit se travailler dans le respect absolu des données personnelles, de la dignité des personnes, de leur souhait ou non d'être observés. Vous avez cité quelques exemples de protocoles. Ce sont des choses qui se travaillent très, très en amont. Mais tout ce qui pourra être fait pour sensibiliser les professions à cette nécessité, je crois, est extrêmement utile. Je vous propose de poursuivre un petit peu les échanges de manière informelle jusqu'à la prochaine étape. Merci à tous.